Alors, c'est pas évident de parler de cette pièce quand même, Eric. On a beau dire, c'est assez compliqué. Tout est axé sur la stupidité, sur les lois fondamentales et des tas de choses. Mais qui a eu cette idée au départ? Il y a eu quand même une espèce de discours. Il y a un auteur, hein, Oui, voilà, c'est ça. Mario Cipolla, qui est un historien de l'économie, qui est décédé maintenant. Et moi, j'imagine, mais c'est personnel, qu'un jour, il a eu envie, peut-être agacé, énervé par le travail qu'il faisait, ou dans son travail, parce qu'il était, à mon avis, paralysé par des gens stupides. Il s'est dit, je vais essayer d'organiser ça. Et il a une vision de mathématicien, enfin d'économiste, et il a essayé de créer des schémas, un peu comme celui que j'ai sur la gauche, et il a essayé d'essayer de comprendre de façon mathématique, de traduire de façon mathématique le fonctionnement des individus stupides, en partant du principe, du postulat que c'est eux qui nous empêchent d'évoluer dans l'histoire du monde. Et Emmanuel de Koning est tombé sur ce texte. Il a dit, les gars, il faut monter ça, etc. Il est venu nous chercher, Mark Weiss et moi, pour essayer de donner corps à ce texte. Alors ce texte a une drôle d'histoire, parce que d'abord, il n'y a personne qui veut l'éditer. Alors il tombe sur, en fait, les Macmillans, qui sont une espèce d'imprimerie anglaise. Donc le texte d'abord existe en anglais, puis il était traduit en italien. Et puis de son vivant, il a dit, non, on ne traduit plus, c'est fini, je ne veux pas qu'on le joue, je ne veux rien. Et ce sont ces ayants droit qui ont donné la permission de traduire et donc de le jouer. Voilà. Et donc je pense que quelque part, il a écrit ça dans une espèce de ras-le-bol. Enfin, moi je le sens comme ça, c'est tout à fait personnel. Et puis il s'est dit, non, on ne peut pas dire ça, c'est pas raisonnable. Le raisonnable a pris le dessus chez lui. Et c'est vrai que nous, on a un regard artistique, enfin on se dit, ben non, ça permet la réflexion quand même. On rit beaucoup, mais cependant tout est vrai. Hein. Et là, la réflexion. Son schéma est terriblement vrai. On a l'impression vraiment que sa définition, en gros, de la personne stupide, c'est qu'elle cause des torts aux autres et elle n'en retire rien en contrepartie. Et que donc ça fait vraiment un tort considérable. Il part du principe terrible, en fait, il dit le bandit vole, mais en fait, ce qu'il a volé à autrui reste finalement dans le giron de la société, ça reste dans le marché. Mais l'individu stupide, il casse. On pourrait appliquer ça à plein de choses. Pourquoi est-ce que, par exemple, les talibans sont allés casser les Bouddhas en Afghanistan? Pourquoi ils ont fait ça? À quoi ça sert? Ça ne leur rapporte rien. Et ça démolit le monopole de l'humanité. Donc c'est très dommageable. Et donc il imagine que c'est ça qui freine vraiment l'évolution de l'être humain. Est-ce qu'il y a eu toute une adaptation vraiment pour le théâtre? Alors on a beaucoup tourné sur le texte. Alors, Emmanuel avait des idées, puis Mark Weiss, le metteur en scène, est arrivé à d'autres. Finalement on est arrivé à la conclusion qu'on allait garder le plus possible de Mario Cipolla, mais qu'on allait illustrer ça par des démonstrations que nous on a écrites. Avec Dominique Breda qui est venu aussi mettre sa plume, et on a glissé donc des textes qui sont les démonstrations. On s'est dit récemment, bon tiens, peut-être qu'on pourrait jouer tout le texte de Cipolla comme ça. On avait quand même un peu peur que ce soit indigeste d'un coup. Maintenant, je crois que ça permet un bon équilibre. On est entre cette liberté de pouvoir discourir sur une matière aussi abrupte, et en même temps de pouvoir respirer entre les coups. Est-ce que ce serait possible, Eric, de pouvoir un peu me nommer maintenant deux ou trois moments, je veux dire, de ce spectacle, des moments très forts. Hein. En fait, il a écrit son texte et il est structuré en fonction des lois fondamentales. C'est ça. Il y a la première loi fondamentale, deuxième, troisième, il y a 5 lois fondamentales, et tout est structuré autour de ces lois fondamentales. Par exemple, la première loi, c'est chacun sous-estime inévitablement le nombre d'individus stupides existants dans le monde. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est toujours en dessous, on n'imagine pas à quel point il y en a autour de nous. Voilà. Maintenant, quand on analyse le texte, on se dit, mais on est toujours le stupide de l'autre aussi. Ça, c'est la limite du raisonnement de Cipolla. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça qu'il s'est arrêté là en disant, bon, voilà, on peut toujours être le stupide de quelqu'un d'autre parce que, voilà, moi je ne suis pas scientifique, donc j'imagine que si je me mêle de la science, ce serait peut-être un petit peu... Mais tout ça, alors il y a 4 lettres à retenir, C, I, S, B. Oui, suivant le schéma, les crétins, oui. Les stupides, les intelligents et les bandits. Voilà, on ne les compte pas. Non, on ne les compte pas. Mais surtout, ils cherchent les points de similitude et puis les intersections entre les groupes. Voilà, c'est ce qui crée tout l'intérêt du spectacle et de l'écriture. C'est un travail terrible pour vous deux. Oui, pour on s'amuse. Avec le metteur en scène, j'entends. Mais avec tout le monde, parce que c'est vrai que la décoratrice s'est quand même bien cassé la tête, elle n'a rien pour essayer de servir, parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce texte? On dit, il y a un tableau, surtout. Il y a un tableau qui est un cube, donc il y a un espace rythmique. Les blocs. C'est vraiment un espace rythmique de Appia. C'est-à-dire on peut monter dessus, on peut descendre, on peut se cacher, on peut faire venir les marionnettes.
Il y a un texte, par exemple, qui est un texte qu'on aimait beaucoup, qui sont le soldat qui arrive sur le champ de bataille. Enfin, c'est surtout le héros, c'est le personnage qui a perdu un bras, une jambe. Et il y a un GI, un soldat américain qui est là, un paracommando. Et ils ont une discussion. Et on n'arrivait pas à le jouer nous-mêmes. C'était très difficile parce que la distance n'était pas là. Et nous est venue l'idée des marionnettes. Et donc c'est vrai que le décor alors, nous sert parfaitement. Du coup, elle devait réadapter ça à la dernière minute. C'est vraiment la dernière minute. On se dit, ah, mais les marionnettes vont nous servir. Comme si c'était un espèce de comment dire, entre le spectateur et nous, on met une petite distance. Et cette marionnette permet de passer cette distance. Parce qu'il n'est pas question non plus d'agresser les gens. C'est une réflexion, c'est pas une agression, c'est pas militant comme texte. Un peu après le départ du spectacle, on parle du théâtre. Et je me suis dit, tiens, on est en train d'attaquer, en quelque sorte, un peu les comédiens, pardon, oui. Les comédiens. Oui, on a eu peur d'ailleurs, c'est ça, et toi, bien sûr. Mais on a cru que, tiens, on s'est dit, ce texte va peut-être faire private joke. Mais en fait, on a ça dans d'autres corps de métier. Par exemple, les professeurs, par exemple, disent tout le temps, oh, être prof, ça doit être cool. Hein, vous avez des vacances à Noël, à Pâques, les grandes vacances. Et on ne se rend pas compte de la nervosité, du poids, du stress de ces gens-là. S'ils n'avaient pas leurs vacances, mais ils mourraient tous. On a un taux de dépression nerveuse énorme. Et donc, c'est vrai que c'est ces raccourcis que les gens font. Alors, évidemment, on a utilisé celui qu'on connaît le mieux. Et c'est Emmanuel Leboni qui a écrit ce texte. Et c'est vrai que c'est le genre d'anecdote qu'on a, nous, en disant, le comédien, c'est quand même cool, hein, vous levez à midi, comme si on ne travaillait jamais. Bon, mais le but n'était pas de parler de notre profession, c'était de parler de la méconnaissance de la profession et du supplice des autres. Mais il était bien justement d'en parler, parce que ça m'énerve souvent. Moi, les gens ils s'imaginent, être comédien, c'est quoi? C'est s'amuser le soir, on ne fout rien la journée, au contraire. Ah oui. Il y a des tas de choses, il y a les répétitions, il y a à apprendre, il y a à s'habiller, il y a 10 000 choses qui se passent. Un acteur n'arrête jamais. Ah oui, et puis il y a le contrôle justement du chômage, parce qu'il parle du chômage. Je me souviens du cas d'une comédienne qui ne trouve pas de travail, et puis le chômage dit, bah, écoutez, il faut arrêter. Et elle arrive avec tous les papiers qu'elle avait pour aller faire tous les castings. Elle faisait les retours à Paris, à Marseille, elle était fait des essais, ceci, elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus et en fait, il y avait tous les jours, elle avait quelque chose. Et je pense que oui, c'est ça qu'on ne voit pas, c'est qu'elle cherche, elle invente. Et puis toutes ces heures aussi, où on écrit, où on invente, où on imagine, on répète, on recommence. Voilà, pour que l'œuvre soit parfaite. Alors, Dominique Bréda, c'est un peu un nouveau travail pour lui quand même, que cette adaptation, hein, dans le style, je veux dire. Mais ici, il est venu mettre sa petite touche. Et d'ailleurs, il est très, très artisan, c'est-à-dire qu'il dit, on n'en parlait pas trop, moi, je trouve qu'il faut lui rendre hommage. Mais c'est un travail collectif, c'est ça qui est. En fait, c'est vraiment une réflexion collective. Je pense d'ailleurs que ce genre de spectacle, c'est difficile d'imposer ça à des acteurs sans un... On avait une assistante qui venait des États-Unis, qui était en stage. Et à un moment donné, il me dit, ah, moi, ça ne passe pas du tout comme ça aux États-Unis, le travail. Le metteur en scène, c'est vraiment le chef, et il dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Je dis, oui, tu sais, chez nous aussi, mais le texte comme ça, là, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on s'y mette tous et qu'on cherche. Et alors, elle était assez admirative d'un travail beaucoup plus artisanal. Et je crois que c'est ce qui fait la force des artistes belges, c'est l'artisanat. C'est qu'on ne se prend pas la tête, il y a une forme de modestie, d'humilité, et que c'est l'œuvre qu'on pousse devant. Il n'y a pas de star system. Et je crois que ce genre de pièce, c'est un star system. Tu me le dis. Hein. On serait en pilotage par rapport. Alors, Éric Le Cercle, on va se séparer là maintenant. On va bien se retrouver très bientôt pour parler d'une autre pièce qui se joue dans un théâtre qui s'appelle Les Riches Clercs, si je ne m'abuse. Je plaisante là, bien sûr. Comment terminer ce spectacle sur les lois fondamentales, sans être con, sans être crétin? Peut-être en rappelant une des lois fondamentales. Laquelle? 4e loi fondamentale, les noms stupides, et quand je parle de noms stupides, vous savez que je parle de nous autres, les noms stupides sous-estiment toujours la puissance destructrice des stupides. En particulier, les noms stupides, c'est-à-dire nous autres, oublient sans cesse qu'en tout lieu et en toutes circonstances, traiter et ou s'associer avec des gens stupides se révèle immanquablement une erreur coûteuse. Et on peut l'appliquer. Mais c'est stupide. Oui. Ok.